Nous sommes ici au Duomo de Florence pour parler de une des plus riches familles de l'époque de la Renaissance, la famille Médicis. Nous allons voir comment ils ont réussi en partant de rien devenir l'une des plus grandes familles avec des papes, des reines, des banquiers. Comment ils ont réussi à faire et comment toi en partant de zéro, eh bien, tu peux t'inspirer de cette grande famille qui est juste passionnante. Allez, c'est parti pour cette nouvelle vidéo. Nous pouvons aisément imaginer dans une place magnifique telle celle-ci, nombreux commerces florissants à l'époque de la Renaissance, ou même juste un peu avant. Et c'est effectivement le cas. Et quel est le lien avec notre famille des Médicis? Eh bien tout simplement parce que loin des papes eux-mêmes, des ducs de Toscane, ou même de la reine Catherine de Médicis, les Médicis ont commencé au niveau du commerce, au niveau des étals. Si je te souligne ce trait, ce n'est pas pour rien. Parce que l'on parle des Médicis ou que l'on parle aujourd'hui par exemple de personnes que tu vas voir réussir actuellement, tu te dis ben, c'est facile pour eux, ils n'ont pas eu toutes les galères que j'ai eues, ou alors ils sont nés avec une cuillère d'or dans la bouche. Et bien là, on se rend compte que non. Et plus encore, ce que l'on a tendance à oublier, c'est qu'on était à l'aube de la Renaissance. Et augmenter son patrimoine et devenir riche et devenir une famille notable, c'était beaucoup plus difficile, c'était beaucoup moins accessible que ça l'est aujourd'hui. Donc les Médicis nous prouvent quelque chose de fondamental, c'est qu'on peut partir de zéro. On peut partir avec un simple étalage de laine. Et au-delà de ça, un autre conseil qui se cache juste derrière, c'est cette notion de commerce. Cela nous amène à un second point clé, c'est que les Médicis connaissaient les mécanismes financiers. Et pourquoi est-ce que je dis ça? Eh bien tout simplement parce qu'ils étaient à la tête de la Ligue des marchands. Et au travers de cela, ils pratiquaient les taux d'usure qui permettaient, mais justement avec un mécanisme de taux de change, ils ont réussi à s'enrichir grâce à cela. Ça c'est un point clé. Tu dois comprendre les mécanismes de l'argent de façon générale, d'un point de vue psychologique et d'un point de vue très pratico-pratique. Ce n'est pas très compliqué et malheureusement on le sait bien, ce n'est pas un travail qui demande beaucoup d'efforts et un grand labeur qui sera rémunéré. C'est la façon de travailler intelligemment, de comprendre les mécanismes financiers qui te permettront de t'enrichir. Garde bien ceci en tête et ce n'est pas fini. Derrière cette façade modeste se trouve la chapelle Médicis, à l'intérieur de laquelle se trouvent de nombreuses sépultures des grands noms qui ont fait cette famille florentine. Parmi ces grands noms, j'aimerais qu'on s'intéresse à trois d'entre eux. Le premier d'entre eux, l'arrière-grand-père Giovanni di Bicci de' Medici, en d'autres termes Jean de Médicis, est celui qui a véritablement développé la banque Médicis. Il a repris de son père à l'époque deux banques, une à Rome et une à Florence. Il a développé jusqu'à 8 banques. Et au-delà de ça, et là on en vient à un point clé, il avait une gestion financière intelligente. Dans le sens où, contrairement à de nombreux banquiers, il n'accordait pas forcément des prêts à de nombreux princes qu'il savait parfois un petit peu désinvoltes, certains à la limite de la banqueroute. Donc il avait toujours un jugement qui était sage sur les investissements et sur les prêts qu'il devait faire. Vu que nous avons évoqué là un sujet un petit peu brûlant, eh bien on va continuer sur un sujet sulfureux. En 1410 tout particulièrement avec le grand schisme d'Occident. Quézaco, eh bien tout simplement c'était un gros bordel sur lequel 3 papes se disputaient le pouvoir. 2 papes à Rome et un pape à Avignon. Et là Giovanni de Medici a tenté un investissement qui était un investissement très risqué, c'était de miser sur l'un de ces 3 papes. Heureusement pour lui, malgré les risques de perte, eh bien son pari fut un pari gagnant. Et pas qu'un peu, puisque ce fut un point charnière pour la famille de Médicis. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, eh bien, l'État pontifical, qui était juste une puissance militaire, politique, financière colossale, ont autorisé la banque Medici à devenir la banque officielle des papes. Là, c'était gagné. À ce moment-là, la richesse des Médicis n'allait que progresser et évoluer à vitesse grand V. Et ici, on en vient donc à un point clé que tu peux utiliser toi, quelle que soit ta mesure, c'est de tout simplement savoir avoir le courage d'investir. Mais d'investir pas bêtement, comme on l'a vu tout à l'heure avec les petits princes, mais d'investir intelligemment. Et ici, vois-tu, se trouve le blason des Médicis qu'on retrouve un petit peu partout à Florence avec ces fameuses 6 boules. Donc généralement, c'est 5 boules rouges et une boule bleue qui est juste en haut.
Nous voici ici au palais des Médicis, où on va parler maintenant du second personnage clé, le fils de Giovanni, Cosimo de' Medici. Giovanni et Cosimo ont réussi à passer un step, tout particulièrement Cosimo, en s'intéressant et en rentrant activement dans la vie politique de Florence. Alors ici, je ne te parle pas forcément de politique politicienne, même si le fait de prendre part aux activités de la ville inclut justement ça, mais plus de lier des liens. Et Cosimo de' Medici a surtout apporté énormément puisqu'il a contribué à l'amélioration de Florence. Au point que lorsqu'il s'est fait exiler par la famille Albizzi en 1433, eh bien, il est parti à Venise et un an après, il a pu revenir à Florence. Pourquoi? Parce qu'il avait le soutien du peuple. Et comment a-t-il pu avoir le soutien du peuple? Eh bien, par toutes les actions qu'il avait menées en amont, que ce soit le mécénat, que ce soit l'aide, l'enrichissement de ses amis, et aussi en apportant un maximum, en contribuant un maximum à la prospérité du peuple. Et c'est de là que finalement le peuple l'a aimé, le peuple l'a aidé, ses amis, ses partisans l'ont soutenu et l'ont fait revenir à Florence. Je ne sais pas si tu imagines, mais c'est quand même assez énorme que tout un mouvement se dresse derrière un homme. Donc il faut que le gars il soit aimé quand même. On verra que ça sera encore le cas avec Laurent de Médicis un petit peu plus tard. Alors nous sommes maintenant à l'intérieur du palais et que peut-on retenir des conseils de notre ami Cosimo de' Medici? Déjà, pas de s'engager en politique. Bon, certains le feront par conviction, mais ce n'est pas forcément le conseil que je te donnerai. Le conseil que je te donnerai, il se symboliserait sur donner pour recevoir. Et au-delà de ça, plus encore de contribuer à quelque chose de plus grand. Parce que oui, Cosimo avait le véritable amour de la ville de Florence et de ses citoyens. Et c'est ça aussi qui a fait de contribuer, d'enrichir son environnement. Enrichir, ça ne veut pas forcément dire enrichir financièrement les autres. Ça veut juste dire les aider, les soutenir, les conseiller. On ne se rend pas compte de la puissance de cela. De faire grandir son monde, de faire grandir les gens qui sont autour de nous. Moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai mis du temps à comprendre la puissance de cela. Et aujourd'hui, je le fais avec grande joie puisque j'adore aider, j'adore contribuer, j'adore pouvoir soutenir mes amis, soutenir mes proches. Et finalement, on se rend compte que c'est comme ça qu'on grandit. Comme on dit, on grandit tous ensemble. Petite anecdote, et pas des moindres, tu connais probablement la fameuse citation « Les amis de mes amis sont aussi mes amis ». Eh bien, cette citation est issue de notre ami Cosimo de' Medici. Et oui. Et parmi ses œuvres de mécénat, Cosimo de' Medici a également soutenu Brunelleschi, qui est le créateur de ce fameux dôme de la cathédrale de Florence. Et il n'a pas seulement soutenu financièrement, mais également politiquement, parce qu'il y avait énormément de doutes sur sa capacité à créer ce fameux dôme. Là aussi, c'est une autre histoire, on pourrait en reparler plus en détail, mais ce n'est pas le sujet, on y reviendra plus tard. C'est avec un mélange de joie et de nostalgie que nous sommes au Palais de la Signorie où j'avais fait une vidéo il y a 3 ans de cela sur Nicolas Machiavel, mais ce n'est pas le sujet. Donc c'est là où s'exerçait le pouvoir à Florence et donc notre cher Cosimo. Et au-delà du pouvoir, on a parlé des banques, puisqu'on parle quand même de la fortune des Medici. Et ce qu'il faut savoir, c'est que là où son père a été la 3e fortune de Florence, Cosimo en 1457 est devenu la fortune numéro 1 de Florence. Et de loin. Et là, on parle véritablement du clan Médicis avec la famille Médicis et ses alliés qui ont pu faire également fortune. Et c'est là où finalement on se rend compte de la puissance d'être à plusieurs, la puissance du nombre et la puissance d'avoir un lien soudé. Et en termes de politique aussi, petit point assez intéressant, c'est que Cosimo de' Medici ne s'est jamais véritablement affiché publiquement. C'est lui qui tirait plus ou moins les ficelles dans l'ombre, tel un parrain de la Renaissance italienne. Juste à côté du Palais de la Signorie se trouve à côté de moi notre fameux Cosme où il est marqué Cosimo Pater Patriae, ce qui veut dire le père de la patrie. Mais il n'est pas tout seul, parce que si on va un petit peu plus loin, hop, eh bien qui avons-nous? Eh bien après le grand-père, eh bien voici le petit-fils Lorenzo di Medici, Laurent le Magnifique. Pourquoi magnifique? Alors ça c'est intéressant aussi. L'erreur ici serait de prendre le mot magnifique sous son sens moderne. On va plutôt s'intéresser au mot de magnanimité, parce que
Lorenzo de' Medici était vu comme quelqu'un de magnanime, quelqu'un de généreux, quelqu'un de prodigue. Et là, on en revient avec cette notion de mécénat, cette notion d'aider, d'apporter aux autres. On va voir que ça a eu son impact un petit peu après. Mais au-delà de ça, c'était un homme d'une très grande culture, excessivement lettré. Et tout comme l'était son grand-père, Cosimo de' Medici. Et c'est là aussi où on vient à un point clé, c'est le savoir, c'est l'apprentissage. Donc au travers de tout ce que tu peux apprendre, et pas seulement dans l'argent et la finance, va t'intéresser à différents savoirs. Les arts, la poésie, la philosophie, la littérature, tels étaient les champs d'action, les champs d'intérêt de Lorenzo de' Medici et également de Cosimo de' Medici. Voici un des artistes qui a été à l'époque de Laurent de Médicis, tu le connais probablement. Et Lorenzo l'a présenté notamment au duc de Milan, pour qui Léonard de Vinci a travaillé pendant très longtemps. Plus fortement encore, voici donc un autre peintre qui a été sous la protection de Laurent le Magnifique, Michelangelo Buonarroti. On pourrait parler aussi de Sandro Botticelli et bien d'autres. Le dimanche 26 avril 1478, dans la cathédrale de Santa Maria del Fiore, Laurent le Magnifique et son frère Julien sont victimes d'une tentative d'assassinat, d'un coup d'état d'une famille rivale, la famille Pazzi. Son frère Julien succombera à ses blessures et ce coup d'état a voulu relever la tyrannie de Laurent le Magnifique. Et les Pazzi ont cru de bon ton de dire au peuple que finalement le tyran était mort avec son frère. Manque de bol pour eux, le peuple a soutenu contre vents et marées Laurent le Magnifique. Et là encore, tout comme pour l'exil de son grand-père Cosimo de' Medici, on se rend compte que finalement le peuple soutient Lorenzo de' Medici. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui a contribué, et ça je l'ai dit et je n'insisterai jamais assez sur cette vidéo, qui a contribué au peuple florentin et à l'expansion de cette ville et des gens qui y habitent. Et c'est ça, c'est contribuer, toujours apporter, toujours donner le meilleur de soi, toujours donner le meilleur à ce monde. Pour moi, c'est quelque chose de fondamental, c'est quelque chose de clé qui ne payera pas à court terme, ou payera très peu. Mais à long terme, tu peux être sûr que ça payera aussi bien pour les autres que pour toi. Alors on s'éloigne du centre de la ville et de la seigneurie pour revenir aux origines de la famille Médicis, je te l'avais promis, et tout particulièrement 100 ans plus tôt avec ce qu'on appelle la révolte du textile qui a sévi à Florence où des commerçants étaient vraiment très mécontents et ont mené une révolte très forte avec un nom qui est ressorti, celui de Salvestro de' Medici. Et oui, tu ne le connaissais pas celui-là. Et lors de cette révolte, Salvestro a été repoussé, a été banni de la ville. Et oui, lui aussi, comme Cosimo, un petit peu plus tard. De cet événement tragique s'est créé un schisme, littéralement dans la famille, avec le clan divisé en deux. D'un côté les audacieux et de l'autre les prudents. Les audacieux, premier groupe, se sont dit « on va continuer les émeutes ». Sauf qu'ils n'étaient pas assez puissants, au point qu'ils en ont payé de leur vie. Les seconds, les prudents, bien plus prudents forcément, se sont dit on va attendre le bon moment pour revenir à Florence. Et pendant ce temps-là, ils ont continué à développer leur commerce, développer leurs affaires et prospérer. Jusqu'au moment propice où ils ont pu revenir à la ville. La suite, on la connaît au travers des descendants dont je t'ai parlé un petit peu en amont. Et de là en vient le mot-clé, la devise des Medici, que je trouve juste génial, c'est « hâte-toi lentement ». Dans un monde où finalement, en fait, tout va vite, bien, quoi de plus contre-intuitif, d'ailleurs par défaut, quoi de plus contre-intuitif de se dire de se hâter, mais lentement. Hâte-toi dans le sens où passe à l'action, fais les choses maintenant, fais des actions qui vont avoir un impact sur du long terme. Mais justement, ce lentement, c'est cette notion de faire dans le temps. C'est cette notion de faire du temps typiquement ton allié. Et ton allié qui te permettra justement de développer ta fortune. Parce que bien souvent, on va trouver, et ça on en trouve beaucoup sur internet, des formules qui vont te permettre d'être riche rapidement, facilement, sans effort. Sauf que les véritables richesses, Warren Buffett pourra le dire, l'attester, eh bien elles se font dans le temps. Et au début, on ne va pas avoir grand chose et progressivement, ça va évoluer.
parce qu'on a une vision. Et ça, c'est le point clé que je veux te laisser en tête. La vision à long terme. Les Medici ont toujours eu une vision à long terme. Les Medici ont toujours misé sur leur famille, sur leur dynastie, plus que sur leur personne. Ils ont toujours vu plus loin que 6 mois, 1 an, comme les audacieux par exemple, 2 ans, 3 ans. Non, ils ont misé, ils ont investi. Tu te rappelles tout à l'heure, je te parlais de justement aider, apporter, contribuer et que ça ne payait pas à court terme, ou très peu, mais à long terme, c'est ça qui va payer. Et je crois que finalement, en fait, la clé, c'est même pas je crois, j'en suis convaincu, que la clé, c'est lorsque tu fais quelque chose, c'est pas te dire je vais prendre quelque chose pour le prendre là et prendre à quelqu'un de suite, vite. Certes, tu vas faire de l'argent à court terme, mais à quel prix? À quel prix? Est-ce que ce que tu fais là va être quelque chose qui va être gagnant-gagnant et qui va être pérenne pour toi à long terme? Donc si tu restes dans cette dynamique, une vision long terme, une vision ambitieuse, que tu sais investir, que tu sais prendre des risques et qu'en même temps tu as cette patience et tu as cette volonté de faire le bien, de faire quelque chose de plus grand que toi, eh bien l'abondance va te tendre les bras in fine. Donc je t'en supplie, je t'en conjure, sois véritablement dans une dynamique d'abondance. Une dynamique d'abondance dans le sens où toi tu t'enrichis, tu enrichis les autres, où tu vois sur du long terme, où tu n'as pas peur parfois d'investir pour quelque chose de meilleur et où surtout tu contribues à faire un monde meilleur. Parce que finalement, quoi de mieux, quoi de plus beau que de développer l'abondance autour de soi et faire en sorte que tout aille mieux dans ce monde qui finalement il y a beaucoup de choses à changer, c'est sûr. Il y a beaucoup de choses à faire évoluer, c'est sûr. Mais peut-être a-t-on un impact, peut-être a-t-on une force d'action et une force de changement beaucoup plus forte que ce qu'on peut le croire. Et c'est vraiment ce que je souhaite vraiment t'amener, t'apporter comme message. Moi je me bats pour ça et je trouve que c'est intéressant au travers de tout ce que je t'ai dit sur la famille Medici. Bien évidemment tout n'est pas forcément reluisant, mais tu as bien pu le voir sur de nombreux exemples qu'ils ont énormément contribué à Florence, ils ont énormément contribué à la Renaissance et aujourd'hui encore on parle de certaines personnes dont ils ont été les mécènes et ça c'est juste énorme. Et nous terminons juste devant le Ponte Vecchio. J'espère que tu as aimé cette belle visite de la Florence des Medici. J'ai vraiment voulu appliquer au maximum les conseils des Medici en te donnant les meilleurs conseils possibles et une vidéo de la plus qualitative possible. Donc maintenant, à toi de jouer, like-la, partage-la, laisse-moi un petit commentaire sur ce que tu as pensé si tu veux que je fasse d'autres vidéos de ce style-là sur d'autres personnages historiques et si tu as des idées, ben pourquoi pas me les dire en commentaire, ça pourrait m'inspirer. De là, je te souhaite une excellente journée et je te dis à bientôt, peut-être ici ou ailleurs. Ciao!